n'imaginez pas comme ça me fait du bien d'être ici. Il y a des jours dans la vie des personnes où on a besoin de chaleur. Alors, je la sens communicative. Voilà, je voulais vous dire merci de votre accueil. Je suis vraiment ravi d'être là. Ça me fait du bien. Voilà, donc je suis dans cet état d'esprit. Je suis heureux d'être là, content, évidemment soucieux de notre environnement en général, mais on aura l'occasion d'en parler. Soucieux des charges qui reposent un peu sur mes épaules aujourd'hui, où chacun comprend que la situation est un peu extraordinaire et que je n'imaginais pas il y a quelque temps de vivre ce que je vis aujourd'hui. Sur cette photo, on voit votre père, Jacques, à l'ambassade de France à La Haye. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce 13 septembre 1974, Jean-Dominique Savary? Oui, j'avoue que c'est toujours un choc quand je revois ces photos. C'est une séquence absolument incroyable qui vous tombe dessus. À un moment donné, vous rentrez chez vous, vous regardez la télévision et vous voyez le visage de votre père sur l'écran et vous demandez ce qui se passe et vous recevez un coup de fil des pouvoirs publics vous disant que votre père est pris en otage par l'armée rouge japonaise dans son ambassade aux Pays-Bas. Voilà, donc ça commence comme ça et ça dure une semaine. Et croyez-moi, ce sont des semaines ou des moments extrêmement intenses. L'armée rouge japonaise était un des organismes naissants du terrorisme international à l'époque. Et c'était Carlos qui avait en quelque sorte organisé cette séquence afin de libérer un otage qui avait été considéré comme terroriste en France. Et donc voilà, ça commence comme ça. Toutes les familles vivent des épreuves compliquées. La mienne a vécu celle-là, mais elle était particulière. C'est une histoire que j'ai racontée. D'ailleurs, il était très... Vous savez, Édouard était très impatient, donc il m'a appelé effectivement un soir. Je devais passer une demi-heure avec lui parce qu'il m'a dit, je crois que vous avez vécu quelque chose d'un peu compliqué. Venez me raconter ça. Je dis, bah oui, volontiers, ça me fera du bien. Puis je suis resté 4 heures ou 5 heures avec lui finalement. C'était un peu plus long que prévu. Et le lendemain matin, il m'appelait de Clermont-Ferrand. J'étais à Paris ce jour-là, en disant qu'il voulait absolument que je travaille avec lui. Alors, je lui ai dit, écoutez, s'il vous plaît, laissez-moi quelques jours. Je suis un peu fatigué. Je viens de passer une année effrayante. J'avais promis à mon épouse, qui a vécu quand même des moments difficiles avec moi dans cette période Péchinet, de l'emmener quelques jours en vacances dans un endroit que j'aimais bien parce que j'avais beaucoup travaillé en Afrique du Sud, notamment pour installer une grande usine d'électrolyse d'aluminium. Et je voulais lui faire découvrir ce pays. J'y vais et sa patience ne tenait plus. Au bout de 3 jours, il m'a appelé quand même et m'a dit, alors qu'est-ce que vous faites? J'étais entouré d'animaux sauvages, des gens extraordinaires. J'étais là avec un marche. Et j'ai regardé mon épouse et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit, ouf. Et je lui ai dit, bah, j'arrive. Voilà. Et voilà. Ça, voilà. Non, mais franchement, c'est ahurissant. Vous savez, il y avait un zèbre qui est passé devant moi, comme ça. Voilà. Et donc, je dis souvent, vous voyez, ne pas faire trop de plans. Il ne faut pas m'en vouloir si je dis ça souvent, parce qu'en ce qui me concerne, il y a eu comme ça des événements un peu singuliers. Alors certains appellent ça la providence, d'autres appellent ça le hasard. Il y a un moment donné où vous êtes dans une circonstance et vous décidez de ne pas résister. C'est toujours vers le patron qu'on se tourne dans les moments de difficulté. Et si on voit que le patron tient bon, en général, les problèmes finissent par se résoudre. C'est quand il y a un doute que là, les choses commencent à partir en zague, comme on dit. Et je crois que c'est une règle absolument fondamentale. Il faut assumer, et puis quand les choses sont difficiles, on assume encore. Je crois que les moments les plus délicats en matière de responsabilité, c'est quand on traite des questions de personnes. Et je ne vous cache pas que, vous le savez très bien, on se retrouve à des moments dans la vie d'un chef d'entreprise où les questions de personnes deviennent très difficiles. Ça peut être des cas individuels, des situations un peu singulières, et Dieu sait s'il y en a dans les entreprises, ça peut être des situations collectives, réorganisation industrielle, fermeture d'usines, problèmes sociaux. Et là, quel que soit le cas de figure, on se tournera toujours vers vous, comme étant finalement l'arbitre. Alors, ça, c'est la clé.
c'est la clé. C'est pas toujours facile, mais je crois que si on ne s'accroche pas à ce principe-là, il ne faut pas s'accrocher, je dirais, à sa fonction. Voilà ce que je voudrais vous dire. Et peut-être une dernière chose, s'agissant du management, une règle que j'essaye d'appliquer aussi, que j'ai toujours essayé d'appliquer, j'ai essayé, et que je dis souvent aux jeunes aujourd'hui, qui se lancent dans la vie et qui seront des dirigeants plus tard, entourez-vous toujours de gens plus compétents que vous. Hein. Voilà. C'est une bonne formule parce que l'inverse est très très difficile à vivre, n'est-ce pas? Mais celle-là, si vous réussissez, voilà, ça change la vie. Vous êtes porté, oui, voilà. La vie professionnelle devient un véritable bonheur. Et surtout, si vous avez l'adhésion des équipes, alors c'est probablement parmi les plus belles expériences de la vie que vous puissiez avoir. Voilà, je me permets de vous dire ça parce que pour moi, c'est une règle très, très, très importante. Me retrouver ici, dans ces circonstances, reflète une situation extraordinaire. Je disais l'autre jour aux équipes du groupe Michelin, réunies comme vous l'êtes là en ce moment dans le forum, qu'en acceptant cette tâche, je n'avais pas le sentiment de trahir Michelin. Je ne partais pas parce que je voulais partir. Pour tout vous dire, j'avais bien d'autres options en tête, il y a encore peut-être 1 mois ou 2, disons 2 mois. Mais il y a un moment où, comme je le disais tout à l'heure, vous vous retrouvez dans des situations où finalement vous n'avez pas forcément le choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et en l'occurrence, je disais souvent aux personnes qui me posaient la question « Qu'est-ce que vous voulez faire après, puisque vous allez transmettre l'entreprise Michelin ?» Et je considère que c'était mon devoir de le faire, cette transmission. Je crois que la gouvernance du groupe aurait bien accepté que je reste 4 ans de plus, le même suggéré, mais j'avais dit que ce n'était pas forcément une bonne nouvelle et pas une bonne idée, parce qu'à un moment donné, il faut savoir transmettre, il faut savoir laisser une entreprise respirer et, au fond, laisser des nouvelles énergies s'exprimer et s'épanouir. Et donc, c'était mon devoir. Mais à la question « Qu'est-ce que vous feriez après ?», je répondais généralement, tout le temps, « Servir ». Que voulez-vous que je fasse d'autre aujourd'hui, à mon âge, que servir ? La question, c'est d'avoir suffisamment d'énergie pour le faire. Et là, je vous rassure tout de suite, j'en ai. Voilà. Ça tombe bien. Et quand je vois mon père dans sa 100e année, je me dis, après tout, j'ai de qui tenir, donc gare à ceux qui pensent que je suis trop vieux, n'est-ce pas? Voilà. Voilà.